Bonjour, bonjour. Est-ce qu'il ne serait pas le temps de faire une bonne vieille vidéo sur les idées reçues sur les armes? Je sais que vous aimez ça, et comme la vidéo précédente sur la fabrication du tissu a un peu fait un énorme bide, je me dis que ça va remonter un peu les stats. Cela dit, allez quand même la voir après cette vidéo sur le tissu, ce sera pas perdu et elle est plutôt bien. Aujourd'hui, et comme toujours dans ces formats, je vous ai préparé une petite sélection d'idées reçues qu'on voit partout au cinéma et dans les séries, et puis les jeux, les livres, les BD, internet, et oui, non, voilà, vous avez compris, partout. Voilà. Et pour changer aujourd'hui, pas d'épée ou d'armure, mais plutôt une session canon et fusil, avec pour commencer un sujet un peu explosif. Bon, le cocktail Molotov, normalement, c'est tellement populaire que vous voyez à peu près ce que c'est. On prend une bouteille en verre, du liquide inflammable à l'intérieur, un chiffon dans le goulot qui fait office de mèche, on allume ça, on le lance, et à l'impact, la bouteille se brise, le liquide s'enflamme, et c'est parti pour les grillades. Bon, on pense souvent que c'est un truc russe, d'où le nom Molotov, et en fait, absolument pas. Ce sont les Finlandais qui seraient à l'origine de ce nom, de cocktail Molotov. Mais posons un peu le contexte. Au début de la Seconde Guerre mondiale, on connaît généralement assez bien le fait que l'Allemagne nazie commence à envahir ses voisins comme la Pologne. Ce que l'on oublie, c'est qu'en 1939, les Allemands et les Soviétiques signent le pacte germano-soviétique, un accord de non-agression permettant aux deux parties de faire leurs petites affaires sans être inquiétés par l'autre. Et cela ne prend fin qu'en 1941, lorsque les Allemands se disent qu'ils peuvent aussi envahir la Russie, ouvrant ainsi le catastrophique front de l'Est. Mais dans cet intervalle, la Russie soviétique se trouve les mains libres pour récupérer aussi du territoire voisin, Roumanie, Pays-Baltes, une partie de la Pologne, mais aussi de la Finlande. Les Finlandais se font donc envahir en 1939 lors de ce qu'on appelle la guerre d'hiver. D'un côté les troupes soviétiques en nette supériorité militaire, de l'autre les Finlandais qui font ce qu'ils peuvent. Voilà. Pour autant le conflit est compliqué pour l'armée rouge, peu habituée au terrain forestier particulièrement froid du territoire finlandais, et que les Finlandais connaissent comme leur poche évidemment. C'est à cette occasion que ces derniers utilisent ce qu'ils appelleront le cocktail Molotov comme arme explosive défensive. Et Molotov, en fait, ça fait référence à cet homme. Il était ministre des Affaires étrangères russe de l'époque, c'est Vyacheslav Molotov. Ouais, les Finlandais étaient connus surtout pour deux choses à l'époque, le sens de l'humour et les embuscades meurtrières dans les forêts enneigées. Alors les Russes utiliseront le cocktail Molotov eux-mêmes plus tard, mais le nom vient bien des Finlandais. D'ailleurs, si on a l'image du chiffon dans la bouteille, parfois il est attaché sur le corps de cette bouteille, et parfois ce sont de grosses allumettes. En fait, il existe pas mal de variations du principe, y compris dans le type de liquide à l'intérieur. Ça peut être collant, pas collant, gras et lourd, ou agrémenté de phosphore ou de poudre noire. Il en existe des dizaines de recettes. Bon ça y est, pour le nom vous savez, mais si vous cherchez sur internet, vous allez aussi lire que le principe est une invention des Espagnols lors de la guerre d'Espagne entre 1936 et 1939, qu'on appelle aussi la guerre civile espagnole. Elle oppose les forces républicaines aux forces nationalistes dictatoriales de Francisco Franco et verra la victoire de ces derniers. Et l'instauration en Espagne du régime totalitaire qui a suivi et ne prendra fin qu'en 1975 laissera des marques très fortes sur le pays et les Espagnols jusqu'à aujourd'hui encore. C'est un sujet passionnant que cette tragique guerre d'Espagne et ses conséquences absolument dramatiques, mais on va essayer de rester concentré sur le sujet. Bref, le cocktail Molotov est-il une invention des Espagnols au XXe siècle? Eh bien ça non plus. Oui, parce qu'il faut bien se dire que l'être humain n'a pas attendu cette période pour se dire que bon, du feu et de l'alcool dans un truc qui casse, ça peut faire des dégâts, et donc être utilisé à la guerre. C'est comme ça qu'au XVIIe siècle, dans les gammes de grenades utilisées, on trouve des modèles explosifs, mais également des modèles incendiaires conservés dans des pots en céramique ou des modèles en verre. On en a déjà pas mal parlé, mais pendant les croisades, on trouve également des gammes de grenades explosives et incendiaires. Et le modèle incendiaire, comme vous le voyez là, c'est exactement le principe d'un cocktail Molotov, c'est-à-dire un chiffon dans un truc qui casse avec à l'intérieur un liquide inflammable. On a aussi des traces d'utilisation de modèles reposant un peu sur ce principe dès l'Antiquité, souvent lancés par des machines de guerre. Tout ça pour vous dire que ce machin-là, c'est pas nouveau. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que c'est probablement un des engins pyrotechniques avec la plus grande durée de vie dans l'humanité, puisque c'est encore largement utilisé lors de révoltes populaires ou de manifestations violentes, et lors de guerres asymétriques. Récemment, on l'a vu sur le devant de la scène par exemple, lors de manifestations en Europe, en Amérique du Sud, en Asie, et même pendant la guerre en Ukraine. C'est autant une arme populaire que symbolique, servant parfois de dissuasion et de dernier recours. Bref, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cocktail Molotov dans les actualités, mais maintenant au moins vous savez d'où vient le nom et d'où vient le cocktail Molotov lui-même. Avant de se lancer dans une nouvelle idée reçue, eh bien comme mon décor est sur un bateau et que j'habite aussi dessus, en route pour une sponsor bateau. Ma péniche date de 1940, donc c'est quand même cool d'avoir une sponsor de jeu de bataille navale du XXe siècle, et ça tombe bien parce que c'est exactement ce que fait World of Warship.
Le but du jeu est donc de prendre les commandes d'un navire de guerre du siècle dernier et de partir à l'aventure lors de batailles navales immersives. Et je vous avoue que l'immersivité, c'est ce qui me frappe à chaque fois que j'y joue. Les sons, les ambiances, la météo qui change, c'est vraiment très prenant. Et avec plus de 850 bateaux historiques sur 13 nations différentes, vous allez probablement trouver votre bonheur, d'autant que les créateurs ont fait un vrai travail sur la justesse des modèles. Vous pouvez manœuvrer 5 classes différentes selon vos goûts, destroyers, croiseurs, cuirassés, porte-avions, mais aussi des sous-marins. Alors en ce moment, il y a un gros événement autour de la dernière bataille du Bismarck en 1941, il y a 85 ans. C'est un des cuirassés allemands les plus connus de tous les temps, dont la destruction a demandé énormément d'efforts à la Royal Navy britannique. Un défi de taille si vous voulez vous lancer dans l'aventure. Et quand je parle d'aventure, ce sont de nombreuses activités qui vous attendent, du nouveau contenu et de nouveaux bateaux à débloquer, la possibilité de gagner la version jouable du Bismarck dans le jeu directement, mais également celle du Prince of Wales, son grand rival, lors de la bataille du Danemark. Comme toujours, je vous mets un lien en description pour télécharger le jeu, et pour les nouveaux joueurs, en suivant ce lien, vous avez énormément d'avantages. Plusieurs bateaux avec un bon niveau pour commencer, des ressources à ne plus savoir quoi en faire, 20 jours premium, bref, la liste est longue. Évidemment, ça aurait été plus facile de gagner les batailles navales de l'histoire s'il y avait eu des liens comme ça à l'époque, mais disons que ce sera plus confortable à revivre derrière votre écran que sur le pont d'un bateau. Merci à World of Warship d'avoir sponsorisé cette vidéo, et si vous avez toujours rêvé de devenir capitaine, rendez-vous sur les 7 mers numériques pour de nouvelles aventures. Eh oui, vous pensez comme des pauvres. Enfin, je dis vous, mais en fait, moi aussi. Bon, je l'aime bien celle-là, beaucoup de nos idées reçues viennent en fait que nous pensions comme des pauvres, c'est-à-dire avec les références liées à notre fortune et à notre statut social. Par exemple, chaque fois que vous entendez quelqu'un dire qu'une armure ou une épée est uniquement destinée à de l'apparat parce qu'elle a l'air belle et fragile, il pense comme un pauvre. Chaque fois que vous entendez quelqu'un dire qu'il n'irait pas au combat avec un vêtement riche donc personne ne le faisait, eh bien il pense aussi comme un pauvre. Vous voyez ce que je veux dire? La majeure partie de l'histoire est composée en fait d'une approche militaire où avoir l'air important, eh ben c'est très important justement. Bon. Donc pour montrer son importance, on part au combat avec les meilleurs vêtements, les meilleures armes et les meilleures armures. Et ces vêtements ou ces armes hors de prix, s'ils sont détruits pendant la bataille, peu importe puisqu'on peut se les racheter dès le lendemain, contrairement aux pauvres. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? La plupart des gens qui composent le public de cette vidéo, comme moi d'ailleurs, sont des gens peu ou relativement peu fortunés, comme la majorité de la population francophone du monde. Donc ça nous paraît absurde comme truc de partir au combat avec des choses qui valent très cher, mais la comparaison est facile avec notre quotidien en réalité. Les gens les plus riches vont avoir plus facilement tendance à avoir des voitures très chères par exemple. Pourtant, ils roulent avec et les accidentent parfois, puis c'est pas très grave parce qu'ils pourront s'en racheter ou la réparer facilement, et bah c'est comme ça qu'ils montrent leur statut social, le fait d'avoir réussi. Se dire qu'on n'utiliserait jamais une voiture de luxe pour rouler parce qu'elle vaut cher, c'est penser comme un pauvre. Et plus basiquement, il y a aussi l'exemple des vêtements. Vous avez peut-être des vêtements chers auxquels vous faites très attention, au contraire de ce jean peu onéreux avec lequel vous faites à peu près tout et n'importe quoi. Mais pour des personnes réellement riches, vos vêtements chers pourraient être des chiffons, tant ça ne représente absolument rien sur leur patrimoine. Prenons l'exemple de la villa de Jeff Bezos, qui est un exemple assez fameux. Il a des haies absolument immenses, sauf que la réglementation lui impose d'avoir des haies beaucoup plus basses que ça. Et il s'en fout. Il s'en fout pourquoi? Parce qu'il paye l'amende tous les jours. Je crois que c'est tous les jours d'ailleurs, mais il paye l'amende régulièrement parce que l'amende pour avoir des haies trop hautes ne représente rien dans son budget, absolument rien. Il est extrêmement riche. Or, vous et moi, si on nous dit votre haie est trop haute et vous allez payer 1500 € tous les jours pour garder des haies aussi hautes si vous voulez les garder, croyez-moi que les haies, on va les couper normalement, hein. Il n'y a pas de... Voilà. Si vous voyez ce que je veux dire entre réfléchir comme un riche et réfléchir comme un pauvre. Réfléchir comme un riche, c'est payer pour faire ce qu'on veut. Réfléchir comme un pauvre, c'est éviter de trop payer, quoi. Ouais, dites-vous que dans l'histoire, c'est pareil. Une chose très chère ne veut pas dire qu'elle n'est pas utilisée. Et une chose très chère ne veut pas dire qu'elle n'est pas destinée à être détruite. Voilà, donc pour résumer, ça va ressembler à une phrase d'influenceur coach de vie d'entrepreneur complètement nul à Dubaï, mais arrêtez de penser comme des pauvres. En fait, ça fait partie des quelques mantras qu'on se répète avec des historiens et archéologues. On n'est pas forcément très riche, mais il faut éviter d'analyser certaines données avec notre regard populaire si on veut mieux comprendre les dynamiques sociales de fortunes historiques. Et c'est pas facile. Et bon, voilà, arrêtez de penser comme des pauvres. On dit souvent que si les canons et les armes à poudre noire en général ont eu autant de succès, c'est grâce à l'aspect psychologique du bruit et de la fumée. Souvenez-vous, on en avait parlé lors de la vidéo sur pourquoi les armes à feu ont remplacé les arcs et les arbalètes, et vous êtes beaucoup en commentaire à m'avoir dit ça et que je n'en avais pas parlé.
Et je n'en ai pas parlé pour une bonne raison, c'est que c'est probablement une idée reçue. Ouais, c'est-à-dire que là-dessus, l'histoire a été absolument implacable. Les premiers canons apparaissent en Europe vers la fin du XIIIe siècle, début du XIVe. Les armes à feu personnelles suivent très vite et en l'espace de 40 ans, on en voit partout. Les systèmes de mise à feu des arquebuses se développent en quelques décennies à peine. Alors oui, il y a un impact psychologique à l'utilisation de l'artillerie et des armes à poudre noire, et pour autant, ça n'empêche pas vraiment les gens de s'y adapter pour en avoir également et tenter de faire jeu égal avec l'adversaire. Et c'est comme ça qu'en Europe, le développement des armes à poudre noire a été aussi explosif. Et ces technologies continueront d'évoluer très rapidement jusqu'à nos jours, où finalement, elles évoluent encore. Et tout ça, c'est finalement très humain, parce qu'au début, vous savez pas ce qui vous tombe dessus, certes, mais très rapidement, vous vous dites que vous renverriez bien la monnaie de sa pièce à l'adversaire. Donc aspect psychologique, oui, mais c'est surtout celui de la guerre au sens large, plus que de la poudre noire elle-même. Qu'on vous demande de charger une unité de cavalerie au grand complet ou une position d'artillerie, en règle générale, vous savez assez bien ce qui va se passer, poudre noire ou pas. Mauvais moment, ce sera un mauvais moment. Avant de passer au point suivant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail et allez voir aussi le compte Insta @Icarius où je publie pas mal de contenu exclusif. La semaine dernière, on a parlé boucliers originaux et invention du Fanta par exemple. Je me dis que ça pourrait vous intéresser, donc ce n'est pas perdu de le rappeler. Bon, tant qu'on y est à revenir sur cette vidéo des armes à feu succédant aux arcs et aux arbalètes, vous m'avez beaucoup dit que j'oubliais un facteur important. Il serait plus facile et rapide d'entraîner des gens au maniement des armes à feu que des arcs et des arbalètes. Sauf que là encore, j'en ai pas parlé parce que c'est probablement une idée reçue. Ou du moins une simplification très abusive. Oui, parce que dans les films et les séries, une arme à feu, c'est facile. Vous pointez l'arme, vous tirez, et si vous n'êtes pas un Stormtrooper, la personne est touchée, souvent mortellement, et voilà. Mais toute personne qui a déjà fait un peu de tir sur cible le sait, c'est pas si facile. Et ça c'est pour une arme moderne. Imaginez une arme à poudre noire et à silex ou à mèche, avec chaque coup qui doit être rechargé par la bouche directement à chaque fois comme ça, et des performances balistiques bien moins importantes. En fait, une arme à feu, c'est pas un objet magique, surtout dans un contexte de guerre. Ça demande de l'entraînement, des gestes techniques et l'apprentissage d'une utilisation en formation avec d'autres tireurs, le tout évidemment en sécurité. Et on considère que les bases s'apprennent vite, mais devenir bon prend du temps, et ça c'est exactement la même chose pour les arcs et les arbalètes. Parce que tirer sur un groupe de personnes avec un arc ou une arbalète c'est pas très compliqué, mais s'adapter aux situations est bien beaucoup plus. De la même manière, vous oubliez quelque chose d'absolument déterminant, à savoir le caractère social des armes. Alors le caractère social des armes, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement quand les armes sont intégrées dans la population ou pas du tout. Ce qui veut dire qu'en fait, avant même d'aller à la guerre, vous savez utiliser votre arme. Par exemple, lorsque Vercingétorix recrute les chasseurs de la Gaule pour se créer des unités d'archers face à César, ou que les Anglais lèvent des archers à l'arc long dans tout leur pays, ils ne recrutent pas des troupes à former, ce sont déjà des tireurs depuis leur enfance. Même chose pour les frondeurs des îles des Baléares, le maniement de la fronde y est culturel, et ce, encore aujourd'hui. Ah oui, du coup, il y a moins d'entraînement parce que les gens sont déjà entraînés à tirer. Pour les armes à feu, il faut attendre le XVIIIe siècle pour avoir suffisamment de fusils dans la population pour pouvoir facilement monter des milices de gens en âge de combattre. Et donc des gens déjà plus ou moins familiarisés avec le maniement de ces armes. Mais pour autant, ils ne se battent pas au même niveau que les troupes régulières parce que cela leur demanderait un entraînement supplémentaire qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont peu, à savoir les formations, combattre en groupe, se déplacer sur un champ de bataille, etc. etc. Alors vous pourriez me dire que c'était pareil pour les arcs et les arbalètes, mais en fait le système de formation n'était pas du tout le même, et cette notion de combat en groupe pour des tireurs était bien moins complexe à apprendre et intégrer que lorsque les armes à feu règnent sur le champ de bataille. Et c'est pour ça qu'il est très difficile de réussir à déterminer si les armes à feu nécessitent moins d'entraînement que les arcs et les arbalètes, ni si cela a été capital pour le passage d'une gamme d'armes à une autre gamme. En fait, ça fait appel à beaucoup de facteurs, et finalement, il y a toujours des explications qui ont un impact bien plus important sur ce changement. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé dans ma vidéo, parce que, c'est pas si clair. Bon alors on a beaucoup parlé de poudre, de canon et de fusil aujourd'hui, donc on reste là-dedans, et je vais vous parler d'un autre truc. On a souvent tendance à croire que chaque entité politique, genre une nation, un royaume, etc., n'utilise que ses propres armes. Du moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où l'on perçoit un peu plus les réutilisations et les différents fabricants d'armes. Les Finlandais dont on parlait tout à l'heure ont utilisé du matériel allemand, alors que les Espagnols dont on a parlé, plutôt du matériel soviétique. Mais sur les périodes plus anciennes, comme le Premier Empire ou le XVIIIe siècle, voire plus loin encore dans les croisades, on a tendance à penser que chaque nation ou chaque culture utilisait son propre matériel.
Mais en fait, eh bien, c'est bien plus compliqué que ça, parce que la réalité n'a pas beaucoup changé. Les combattants sont soumis à la disponibilité des pièces, des armes, aux origines des fabricants, etc., avec évidemment leur vie qui en dépend, potentiellement leur avenir, il y a un peu d'enjeu, quoi. C'est comme ça qu'au Moyen-Âge, beaucoup d'armuriers réputés sont en Italie ou en Allemagne, et équipent pourtant la noblesse de toute l'Europe. Ou que certains canons de Napoléon visibles au musée de l'armée à Paris ont des pièces qui sont issues de l'artillerie prussienne, c'est-à-dire à ce moment-là, les ennemis de la France. Au XVIIIe siècle, le contrôle du territoire nord-américain est un enjeu capital disputé par plusieurs nations européennes, surtout les Anglais et les Français. Et à ce moment-là, il n'est pas rare de trouver des colons américains avec des armes françaises ou anglaises, mais quelle que soit leur nation de rattachement. Durant la guerre d'indépendance des États-Unis, on estime que les Continentaux ont beaucoup d'armes issues des manufactures françaises dans leurs équipements, alors qu'ils sont dans la sphère commerciale britannique. Oui, les Continentaux, c'est comme ça qu'on appelle les combattants pro-indépendance à cette époque, contrairement aux loyalistes favorables à ce que les futurs États-Unis restent une colonie britannique. Bon, mais souvent tout ça, c'est une raison commerciale. Prenez par exemple la guerre de sécession aux États-Unis, opposant le Nord et le Sud, unionistes contre confédérés. Eh bien, figurez-vous que beaucoup d'armes du début de ce conflit sont tout à fait françaises. Voilà, c'est que la France, après les guerres napoléoniennes, elle s'est retrouvée avec d'énormes stocks d'armes sur les bras, et elle en a vendu un peu partout dans le monde, dont beaucoup aux États-Unis pour équiper les jeunes armées du territoire, qui a, on l'a vu juste avant, récemment obtenu son indépendance contre les Britanniques. Bon alors pour vous repérer avec quelques dates, l'indépendance des États-Unis, c'est 1776 ou 1783 selon les calculs, les guerres napoléoniennes, grosso modo entre 1799 et 1815, donc un peu après, et la guerre de sécession entre 1861 et 1865, c'est-à-dire moins d'un siècle après l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Et on le voit bien aujourd'hui grâce aux profits records de certaines grandes entreprises grâce aux guerres. Si pour beaucoup la guerre est une tragédie, pour d'autres, eh bien c'est quand même l'opportunité de s'enrichir. Voilà. Et à ce titre, si le commerce est bouleversé en temps de guerre, certains savent très bien tirer parti des nécessités en équipement des divers opposants. Bon, et puis parfois c'est simplement de la récupération et de l'adaptation par besoin. Bref, de la même manière que la plupart des chocs de civilisation qu'on vous vend pour faire de l'histoire spectacle n'ont jamais réellement existé, les ruptures culturelles, commerciales et techniques sont rarement aussi marquées que ce qu'on croit. Et parfois c'est combiné, il faudra que je vous parle un jour des récupérations et des adaptations massives entre armées moyen-orientales et européennes pendant les croisades. C'est un sujet qui est incroyablement passionnant parce que ça bat un peu en brèche la théorie de les musulmans d'un côté, les chrétiens de l'autre, et puis voilà, on se parle pas quoi. Bon, pour aujourd'hui, je vais quand même rester sur mon thème canon et fusil et m'arrêter là. Merci d'avoir suivi ce petit sujet de printemps. N'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo si vous voulez m'aider. C'est toujours très important pour la santé de la chaîne. Et s'il fait chaud, buvez de l'eau. Vous pouvez également aller voir le lien en description pour profiter de mon offre et découvrir World of Warship. Et vous allez aussi en voir pas mal des canons dans le jeu, du coup vous serez pas dépaysés. Nous on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là n'oubliez pas que l'histoire est vivante.